En gros, ce que tu veux, ok, بسم c'est pas الله grave. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à cette rencontre ESE, une rencontre avec quelqu'un qui est très important pour nous, notre frère Benoît, notre frère Noah, parce que c'est quelqu'un vraiment qui concrétise, entre guillemets, nous, ce qu'on essaye un peu de propager dans notre parole. Il le concrétise vraiment à multiples échelles. Donc, effectivement, on essaye de mettre et rencontrer vraiment surtout des frères et des sœurs qui mènent un métier ou un travail ou des initiatives vraiment qui ont du sens et qui sont en alignement avec l'esprit, en tout cas, qu'on souhaiterait faire émerger, la conscience qu'on souhaiterait faire émerger avec eux et ceux. Et c'est vrai que, pour moi en tout cas, ça c'est mon avis personnel, c'est vrai que le retour à la paysannerie, le retour à la ruralité, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment un fondement très important de tout ce qu'on dit en fait. Parce que bon, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener des activités, mener une vie de conscience dans les villes, etc. Mais voilà, quand tu habites en ville, enfin comme partout, la ville, enfin la vie de manière générale, c'est des contraintes. Mais du coup, les contraintes de la ville bah, font que effectivement, bah, tu dois mener un travail qui va être dans de certaines conditions, etc. Donc c'est pour ça que pour nous, vraiment, le retour à la ruralité, le retour à la paysannerie, en tout cas moi personnellement, mais je pense que les autres frères de l'ESE, ils seraient d'accord avec moi, le retour à la ruralité est quelque chose vraiment qui doit être de plus en plus encouragé parce que ben, on voit que la vie en ville aujourd'hui, c'est plus vivable. Enfin, on arrive vraiment à... Enfin, juste pour vous donner un exemple, enfin, là, par exemple, je suis en Île-de-France, même de manière technique et technologique. Bon, je sais pas, bon, désolé, je vais lancer je vais balancer l'entreprise, mais c'est l'entreprise Free. Vous savez, pour avoir la box. Parce que le frère Noah, il me disait qu'il n'y avait pas de connexion. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, pour avoir la box, il n'y a plus assez de câbles de fibres. Et du coup, quand ils envoient des techniciens, en fait, les techniciens, des fois, ils débranchent un pour le donner à l'autre. Et ça, c'est devenu une monnaie courante, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu n'as plus de connexion juste parce qu'il y a un technicien qui est venu la débrancher ton câble pour le mettre chez. Voilà, bah, j'ai appris ça en tout cas. Et bah, dans deux foyers ici en Ile-de-France, bah, on m'a dit bah, maintenant c'est comme ça. Voilà. Donc on voit que même de manière technologique, technique, on arrive vraiment à des limites qui sont. On est là à parler de l'IA, je sais pas quoi, alors qu'on n'est même plus capable de donner de l'internet dans les foyers. Donc voilà, c'est l'être humain doit revenir à des choses qui ont vraiment ce lien au vivant, le lien à la nature au-delà de la petite blague que je viens de faire, non, pour nous, c'est vraiment très important. Et voilà, le frère Noah, notamment, mais d'autres personnes aussi, voilà, qui concrétisent un peu vraiment notre idée, qui concrétisent notre idéal, et puis bon, je le laisserai se présenter, mais qui notamment travaille et souhaite en tout cas travailler dans ce retour à la ruralité, bah, particulièrement de la communauté musulmane, accompagner voilà, le retour à la ruralité. Parce que bon, encore une fois, je le laisserai parler, nous présenter un peu son parcours de vie, peut-être, ses différents champs d'activité et comment finalement adopter vraiment un rythme de vie qui soit aligné avec la sagesse du cosmos. Et c'est ça pour nous la hikmah, la définition de la hikmah en fait. C'est ce que la permaculture appelle les principes de fonctionnement. Mais le principe de fonctionnement, c'est littéralement la hikmah, d'accord. Donc lorsque Dieu nous invite à voir et à développer en nous cette notion-là de la hikmah, c'est de comprendre en fait vraiment la sagesse du cosmos et vivre en alignement avec cette sagesse du cosmos-là. Voilà. Donc voilà, la thématique en tout cas aujourd'hui, moi qui me parle le plus, en tout cas voilà,
surtout par rapport à les différentes rencontres qu'on a eues et puis les différentes rencontres que je souhaiterais avoir après. Ce retour à la paysannerie ou à la ruralité, enfin, peu importe comment on peut l'appeler, mais pourquoi, voilà, pourquoi je différencie? Parce que c'est vrai que même en ville, voilà, notamment, on souhaiterait aussi ben, avoir dans nos rencontres OSE, une maraîchère qui est l'épouse de enfin, du frère Omar, qui est maraîchère dans le 77, enfin, aux portes du 93. Et voilà, on souhaiterait la rencontrer. Donc, c'est, voilà, avec le frère Omar, c'est un modèle de paysannerie en pleine ville. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut être paysan, même Il y a aussi, bon, pour le citer aussi, on souhaiterait aussi le rencontrer. Il y a le frère Shamsi aussi, avec l'association l'Arche Paysanne. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le 77 et notamment le but de son projet, c'était de montrer qu'on pouvait être paysan en pleine Île-de-France. Donc voilà, bon là, c'est pas aujourd'hui notre topo, on est plutôt dans le retour à la ruralité. Donc voilà, le frère Non, bah, je te laisse en tout cas la parole sans plus tarder. Mhm. Tu nous présente un peu voilà, tes champs d'activité, et puis bah, comment tu vis cette hikmah-là dont on parlait, dans cette sagesse du cosmos, cet alignement avec les principes globaux de fonctionnement. Et voilà. Inch'Allah. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu le proposes, je vais commencer par mon parcours de vie pour voir un peu, que les gens voient un petit peu comment j'en suis arrivé là et ce que je propose en fait. Donc mon parcours de vie, euh, j'étais dans un village de Creuse. J'étais agriculteur pendant une dizaine d'années. J'avais 33 ans à l'époque quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la guidée. Et donc à cette époque-là, cette guidée, je l'ai reçue par l'intermédiaire de la nature. C'est-à-dire que je vivais dans un tipi, j'étais loin des villes et disons, ma sensibilité, c'était de me rapprocher le plus possible de la nature parce que je sentais que les êtres humains étaient très éloignés de la sagesse et qu'ils n'étaient pas en lien avec leur propre intériorité aussi. Et ce qui m'a fait embrasser l'islam, c'est que quelqu'un qui m'a fait découvrir Surat al-Rahman, où dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala explique que toute la création adore Allah, que les arbres se prosternent, que la lune et le soleil, ils sont aussi dans l'adoration d'Allah. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est ça que je cherche, moi. Toute la nature est soumise à Dieu. Pourquoi moi, je ne me soumets pas? C'est logique. Et donc, voilà, ça, c'était mon premier contact avec la réalité divine. Enfin, disons le premier dans lequel je me suis vraiment investi. Parce qu'avant, bien sûr, j'ai eu des recherches, mais j'étais plus dans une recherche d'indianité à l'époque et ça m'a amené à l'islam. Donc ça, c'était le premier point, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'étais agriculteur et je transformais en fait tous mes produits. C'est-à-dire j'avais 3 vaches, je transformais tout en yaourt, le lait, et les agriculteurs à côté, ils se moquaient de moi parce que eux, ils multipliaient les vaches par vingtaines, par trentaines, par centaines, et eux, ils avaient des culardes, c'est-à-dire eux, il fallait qu'elles aient des grosses fesses pour pouvoir obtenir beaucoup de viande. Et moi, j'avais des petites jerseyaises qui étaient toutes maigres, qui donnaient beaucoup de lait, mais quand je leur expliquais que avec un litre de lait, je faisais 12 yaourts et que je vendais du coup 12 francs le litre, alors qu'eux, ils le vendaient 1 franc 20 à la laiterie, ils rigolaient un peu moins. Donc voilà, c'était la première expérience que j'avais à l'époque, donc c'était dans les années 80, entre 80 et 90. Et puis après l'entrée en islam, j'ai réalisé que la communauté avec laquelle, si je voulais apprendre un peu ma religion, il fallait que je me rapproche d'elle. Donc, je suis allé à Clermont-Ferrand. Et j'ai vécu
entre 80 et 2000, donc ça fait quoi ça, 20 ou 30 ans, je ne sais plus exactement, à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai complètement, disons, progressivement, parce que j'ai pas réussi depuis le début, mais j'ai quitté ce mode de vie pour venir à un mode de vie plus sociable, hein, pour apprendre le din au contact des musulmans dans les mosquées, etc., avec des ulamas aussi, avec des voyages, etc. Et il s'est passé que après ces années-là, c'était en 2019, avec mon épouse, on avait quand même un mal-être en ville, c'est-à-dire on n'était pas à notre place, hein, bon, nos enfants étaient grands, etc. Et on a fait un deuxième retour à la terre, en fait, en trouvant un petit terrain qu'on a acheté ici en 2014, en Creuse. Donc pas exactement au même endroit, mais un peu dans la même région que là où j'étais avant. Et donc en construisant une tiny house dans laquelle on venait le week-end. Et c'est en 2019 vraiment qu'on est venu habiter sur le coin. Voilà, donc ça c'est un peu pour, pour faire un historique. Tu vois comment ça, je suis arrivé dans cet endroit-là, quoi. Euh, à partir de là, de ce deuxième retour en fait à la Terre, puisque le premier, avant j'étais dans la région parisienne, en venant pour la première fois en Creuse. Euh, donc à partir de ce deuxième retour, euh, j'ai commencé à réfléchir, puisque j'étais, pendant les années de Clermontoise, j'avais fait un travail de formateur, c'est-à-dire que j'étais formateur, et surtout j'utilisais les nouvelles technologies, c'était le début d'Internet, c'était donc des sites web, c'était former les gens à travailler à distance aussi, c'était le début de la formation à distance. Et donc, depuis 2000 à 2019, j'étais là-dedans. Et ensuite, c'était au moment de ma retraite que je suis venu en Creuse, enfin quelques années avant. Et disons que mon, comment dire, ma tendance, ma mission de formateur, qui était principalement, mon but, c'était de rendre les gens autonomes en fait, dans quoi que ce soit que je leur apprenais, et notamment par la formation à distance. Après, même si ça s'est retourné un peu contre nous d'une autre façon, mais au début, la formation à distance, entre 2000 et 2010, c'était en fait, on peut se former d'où on veut et quand on veut, quoi. C'était ça le maître mot. Bref, prenant ma retraite et donc euh, en ayant moins de problèmes, disons, d'obtenir un rendement à mon activité. Donc, tout simplement, cette nature de transmettre, de partager, de rendre les gens autonomes, bah, ça s'est translaté, je crois qu'on peut dire comme ça, transféré à le fait de voir que les musulmans sont très éloignés de la nature et souvent de leur être intérieur aussi, et que cette reconnexion, elle est indispensable, et que j'avais quelque chose à leur apporter dans ce domaine-là. Du coup, on a fait pendant plusieurs années, donc c'était entre 2023, 2025, au moins 3 ans, on faisait régulièrement des chantiers participatifs chez nous pour initier les gens à plein de trucs. Alors que ce soit à l'éco-construction, que ce soit à la permaculture, on a des jardins dans plusieurs endroits, que ce soit à l'approche des chevaux aussi, puisqu'on a des chevaux. Euh, donc, toutes les thématiques qui peuvent être en lien avec l'autonomie et ce que les musulmans doivent, entre guillemets, apprendre pour venir en ruralité. Alors, je ne cherche plus directement à former ou à sensibiliser les gens à l'agroécologie ou à la permaculture, mais ça fait partie du panel en fait. Parce que j'imagine plutôt que les gens peuvent venir avec
tels qu'ils sont, bien sûr avec des marges de progression, même sans être agriculteur, parce que le métier d'agriculteur, c'est devenu très difficile, c'est un enjeu très lourd maintenant. Mais que ce soit dans l'artisanat, que ce soit même en travaillant dans une EHPAD ou dans tout ce qu'il y a comme circuit à l'intérieur de la ruralité, mais pour arriver quand même à l'autonomie, c'est-à-dire que les gens se reconnectent à eux-mêmes, que leurs enfants puissent être dans un cadre choisi et non pas contraint, et que eux ils s'épanouissent dans leur propre domaine. Donc du coup, j'ai deux sites par rapport à deux sites internet par rapport qui présentent ces deux choses. Celui que je viens d'expliquer là, il s'appelle Terre de Savoir, où les domaines c'est le jardinage et l'agriculture, l'éco-construction, la santé et le bien-être, le cheval énergie, et donc accompagner la transition et la spiritualité aussi au sein de toutes ces choses, quelle est sa place et le développement local. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Terre de Savoir où je mets en avant en fait je propose des solutions thématiques pour cette, cette arrivée ou cette installation ou développer son activité en milieu rural. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant? Ah oui, oui, très bien, oui, hein, je t'écoute très très Claire? attentivement. Claire. Non, c'est super intéressant parce que bah, comme je te disais, en fait, enfin, c'est vrai que nous, on est beaucoup dans un... Actuellement, voilà, dans vraiment un travail de conscientisation. Au départ, mais bon, c'est toujours, Inch'Allah, un espoir. C'est vrai qu'au départ, on était parti sur, en même temps, avec le travail de conscientisation, allier vraiment de l'accompagnement à des projets, en fait, à des projets divers, bah, notamment en artisanat, voilà, plutôt pour les, on va dire les citadins, et puis peut-être sur de l'agroécologie, on va dire voilà, pour les gens qui sont dans relativement, on va dire ce qu'on peut appeler les petites villes. Euh, mais c'est vrai qu'on a vu que finalement le gros travail finalement de conscientisation est finalement très laborieux parce que pour les gens généralement voilà ils sont d'accord. Enfin, tu peux pas ne pas être d'accord avec l'évidence, mais c'est vrai que sauter le pas, c'est pas quelque chose de simple. Euh, donc là où finalement, enfin, ça peut être aussi l'occasion d'en discuter. Là où finalement nous, on essaie quand même, enfin, moi dans ma réflexion après, là, j'essaie finalement de me dire, il faudrait peut-être axer le travail sur vraiment sur les cellules familiales. Voilà, on a développé voilà, des activités bah, particulièrement à faire entre parents et enfants, parce que finalement, le parent, voilà, il est déjà lancé dans sa carrière, il est déjà lancé dans son truc. Lui dire, bon, bah, demain, ne serait-ce que tu habites juste, tu sors que de l'Île-de-France, même s'il y a plein de travail hein, dans l'Île-de-France, même psychologiquement, voilà, on voit quand même qu'il y a un gros poids, en tout cas, entre guillemets, d'une zone de pseudo-confort, parce que moi, en tout cas, voilà, qui ne suis pas parisien, je ne vois le confort nulle part, en tout cas, ici, mais bon. Euh, du coup, voilà, on a décidé d'axer plutôt l'activité, parce que pour moi, une prise de conscience, juste le fait de parler, pour moi, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc, pour moi, c'est important de mener concrètement un projet, Oui, euh, du coup, sur le alors, terrain. Du coup, ce qu'on essaie d'axer, et puis voilà, je te laisserai finir, c'est plutôt voilà, d'axer sur les activités famille, activités parents-enfants. Mais ouais, ouais. machallah, du coup, c'est pour ça que pour moi, ça m'intéresse du coup de voir avec toi finalement si sur le travail terrain, est-ce que tu as pu finalement voilà, faire aboutir des choses, des projets, etc. Alors, si tu veux, lorsqu'on faisait les chantiers participatifs, on avait quelques Ouais, personnes qui étaient assidues, qui venaient régulièrement, euh, mais c'était lié aussi à une veillée spirituelle qu'on avait le samedi.
Et donc, quand le shir qui animait ça a changé d'endroit, il est reparti parce qu'il y avait sa vieille maman qui avait une centaine d'années, il devait partir chez lui, enfin chez sa maman. Donc, du coup, il y a plus cette jalassa du soir. Et du coup, les chantiers, pour moi, avaient moins de sens, tu vois, puisqu'il n'y avait plus cette partie spirituelle. Donc, sinon, c'est une autre possibilité de continuer des chantiers sur ce modèle. Par contre, ce que je me suis dit, comme j'ai pris une responsabilité au sein d'une madrasa qui est à Clermont-Ferrand, euh, qu'on avait fondée il y a 10 ans et qui avait besoin d'un souffle nouveau au niveau de l'administration, dans cette madrasa, on essaye de sensibiliser les gens justement pour ce que tu dis, c'est-à-dire faire de la pratique. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de gens dans la madrasa, que ce soit les élèves adultes ou les élèves ou les professeurs ou les élèves enfants. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir Jean-Philippe Cislac le week-end du 23 mai. Là. On a fait une thématique, c'était sur islam et écologie. Donc là, je suis en train de préparer la mise en ligne de sa présentation, de sa conférence. Euh, mais autour de ce moment-là, il y avait d'autres activités très concrètes pour donner lieu à des projets. C'est-à-dire, il y a eu une assemblée entre les femmes où c'était la femme de Jean-Philippe qui a parlé aux femmes, elles ont partagé sur la nourriture saine, comment, comment éviter les maladies les plus simples chez les enfants, comment utiliser la phytothérapie, comment ne pas être dépendant du médecin ou de l'hôpital alors que c'est un petit bobo. Bref, il y a eu une thématique santé familiale qui a été abordée et Inch'Allah qu'on espère faire progresser. Normalement, il y a une demande pour que ça continue. Il y a eu un autre groupe de travail dans une mosquée turque où ils ont vraiment l'intention, eux, de faire ils ont des moyens financiers, ils voudraient faire une ferme dans laquelle produire de la viande, des légumes, des œufs pour les musulmans. Et donc là, il y a un petit groupe qui se crée de 4-5 personnes pour voir la faisabilité. Ils cherchent même le frère qui est à l'origine de ce projet. Ils cherchent même directement un couple qui voudrait s'installer tout de suite, quoi. Donc, mais il ne se rend pas compte de toutes les problématiques administratives, de la pression sur les terres agricoles, etc. Donc, on doit l'aider pour avancer là-dessus. Et ça, c'est un projet qui avance. Et il y a un autre projet qui se dessine également, c'est qu'un frère a mis à disposition un terrain pour faire un jardin-forêt qui est à une demi-heure à pied de la madrasa en question, dans les quartiers nord de Clermont et dans lequel il le met à disposition pour le remettre en état et éventuellement transformer des petits fruits ou transformer. Il y a des noix. Son grand-père qui avait le terrain faisait de l'huile de noix tous les ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dessus. Et là, il y a une association culturelle qui, normalement, doit prendre en charge la gestion, entre guillemets, de ce projet en connexion avec la madrasa. Voilà, donc à partir de ce moment où est venu, parce que où est venu Jean-Philippe et sa femme Ilham, euh, il y a des projets qui se dessinent. Alors on ne sait pas encore comment les gens vont s'investir dedans. Mais moi maintenant, mon point de vue, c'était après les expériences que j'ai eues en Creuse et en disant aux gens de venir, où il y a en fait peu de gens, même si on a réalisé des choses intéressantes, hein, peu de gens qui ont participé, bah, parce que je suis quand même à 1 heure et demie de Clermont-Ferrand, donc, et 1 heure et demie de Limoges. Et puis, j'ai pas fait vraiment de battage médiatique, de communication. Je suis plus dans le mode économique. C'est-à-dire, je cherche pas à faire fonctionner de façon économique. C'est plus mon, comment dire, Pas ta priorité, c'est plus ta c'est priorité. plus ma priorité, si tu veux. C'est plus ma fonction maintenant, tu vois. Parce que je ne vais pas faire de l'économique pour l'économique. Je faisais de l'économique quand j'étais agriculteur et que je devais joindre les deux bouts en fin de mois. Donc, il fallait que je calcule les productions qui sont rentables. Mais là, maintenant, c'est
plus ma priorité, tu vois, à la différence de frères comme Shamsi ou comme des gens qui sont maraîchers, etc. Eux, c'est normal, ils sont dans leur élément économique, ils sont obligés d'en tenir compte. Moi, ce que je veux développer plus, par exemple, en ce moment, c'est la relation avec, avec l'animal, avec le cheval principalement, et avec la nature, et plus apporté par ces aspects-là aux personnes, tu vois. C'est-à-dire, c'est plus les aspects de spiritualité pratique que j'essaye de découvrir, d'approfondir actuellement. Mais le fait d'être allé, enfin, de prendre une responsabilité au sein de cette madrasa qu'on avait fondée en 2015, eh ben ça m'a montré une nécessité beaucoup plus pratique pour amener les gens de la ville vers les champs. Tu vois. Et donc, le site sur lequel je présente ces choses-là, il s'appelle desvillesetdeschamps.com. Donc là, c'est un site qui n'a pas le même public que Terre de Savoir. Terre de Savoir, c'est vraiment un site où j'essaye de mettre des solutions pratiques à la portée de tout le monde pour l'installation en milieu rural. Et des villes et des champs, c'est plus de la sensibilisation orientée vers les musulmans au bienfait de se connecter à la nature et de se déconnecter des villes et de prendre son autonomie beaucoup plus, quoi. D'accord. Et là, du coup, la madrasa dont tu parles, qui est à Clermont-Ferrand, du coup, est-ce que c'est vrai, enfin, c'est une madrasa entre guillemets privée où les enfants ils sont là bah, du lundi au vendredi, enfin, plein temps, ou c'est vraiment, enfin, juste enfin, un lieu associatif d'enseignement après les cours ou le week-end, tout ça. C'est juste pour Alors, savoir en fait. le modèle, c'est il y a des cours le matin, avant ou après Sobh, selon bah, les horaires, bien sûr. Si en hiver ou en été, c'est pas pareil. Ouais, Enfin, surtout qu'en été, bon, on va arrêter la fin juin, on reprend en septembre, donc je veux dire, si c'est en juin ou si c'est en janvier, c'est pas pareil, tu vois. Mais les moments forts, c'est principalement le matin pour les élèves, disons, c'est plus des grands ados ou des adultes qui sont motivés pour commencer leur journée dans le Coran et dans l'apprentissage du Din. Et surtout, donc après, la grosse tranche horaire, c'est entre 16 heures et 21 heures, 21 heures en gros. Et là, t'as des groupes de 10 à 15 personnes avec des tranches horaires précises et des professeurs attitrés, quoi. Donc, et le week-end, il y a juste un peu le samedi, mais une partie samedi collective. Je crois que c'est, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est je sais plus si c'est Salat al-Nabi ou enfin on se retrouve autour de Askar. Et le dimanche, il n'y a rien en général. Voilà, c'est une madrasa d'accord. Ok. Non, qui mais je avait vois, une ok. Donc c'est ouais, ouais. Donc c'est une de structure entre temps. guillemets, voilà, c'est pas une structure à temps plein. Euh, du coup, bah, ce qui me ramène enfin, ce qui m'amène en tout cas à la question, finalement, comment, à ton avis, ou là, le modèle que vous appliquez, bah, qui est finalement un modèle bah, positif en tout cas, comment est-ce que on pourrait amener ça bah, à l'intérieur des villes, bah, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les mosquées, euh, parce que c'est vrai que bon, bon, je sais pas si je peux enfin, je peux citer son prénom, mais bon, c'est pas, je pense pas qu'il va m'en vouloir. Avec le frère Anis, tu sais, enfin, je sais pas si tu le connais, qui avait fondé notamment le Waqf de Dourdan, il a fait à un moment un très gros travail. Il avait même organisé l'année après Covid un tour de France de vélo des mosquées pour parler aux mosquées de l'écologie. Je ne sais Ouais. pas si tu avais entendu parler, mais même après, quand il avait du coup initié le WARF, en tout cas à Dourdan dans le 91, euh, bon, j'avais participé un peu avec lui, tu vois, enfin, à des rencontres, notamment voilà, dans le 91. Mais j'ai vu et je pense que lui aussi l'a vu, c'est pour ça qu'il a arrêté, mais j'ai vu qu'on cognait la tête contre un mur, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
euh, amener cette notion écologie, mais plus, enfin écologie, bon, c'est un mot aujourd'hui qui veut plus rien dire, mais écologie dans sa sémantique de base, ça veut dire le lien au vivant, Mhm. vivant avec un petit V, le lien au vivant avec un grand V. Mhm. Euh, euh, Finalement, comment est-ce que tu penses que ce message-là peut de plus en plus, enfin, ou votre initiative, par exemple, peut inspirer de plus en plus d'endroits et d'autres madrasas ou d'autres mosquées, en tout cas. Mhm. Euh, voilà, est-ce qu'il Bah, faut forcément quelqu'un qui vit, un peu comme toi, du coup, qui vit concrètement le projet de la ruralité, mais du coup, qui est impliqué dans une ville comme Clermont-Ferrand, mais en même temps, voilà, il arrive à faire le pont entre les deux. Bah, moi, je pense que ça y fait beaucoup, mais en tout cas, voilà, bah, je te laisse en tout cas me ouais, donner bien ton sûr. avis, ton point de vue. Ouais. Non, mais cet enjeu, il est fondamental. La question que tu poses, elle est fondamentale, hein. Euh, Ce que j'ai découvert en échangeant, enfin, en faisant venir Jean-Philippe et après, justement, en ayant le contact avec les gens de la madrasa, euh, ce que mon constat, si tu veux, c'est que pour l'instant, les gens de la madrasa, que ce soit les savants qui la pilotent ou les élèves, ils sont, si tu veux, l'objectif, c'est de former des musulmans qui connaissent leur dîn et en général qui connaissent le Coran, puisqu'un des buts de la madrasa, c'est quand même de former des huffaz, des gens qui connaissent le Coran en entier. Euh, mais parmi les élèves de la madrasa, mettons que l'objectif ce soit le din, parce que n'importe quelle madrasa, elle peut avoir des objectifs précis, différents. Mais mettons din de façon globale. C'est que le but, c'est que les élèves, quand ils sortent, quand ils sont adultes, ils puissent appliquer ce din, c'est-à-dire qu'ils puissent, à partir du Coran, à partir de la Sunna, à partir de tout ce qu'ils ont appris, bah, le mettre dans leur vie. C'est pas le but de former des ulama hors sol. C'est-à-dire des ulama hors sol, pour moi, c'est comme une tomate hors sol qui vit sur de l'eau et avec des produits chimiques dedans. Un alim, il doit être au contact de la société s'il veut lui apporter quelque chose. Et même s'il est pas alim, il a une formation de din, il faut que dans sa vie de tous les jours, sociale, familiale, etc., il puisse apporter quelque chose de ce qu'il a reçu en tant que din. Et un autre constat, c'est que depuis 20 ou 30 ans que je suis resté sur Clermont, on a eu beaucoup de ulama qui sont venus d'obédiences différentes. C'est-à-dire dans telle mosquée, tu avais tel alim, dans telle mosquée, tu en avais tel alim, puisque à Clermont, on a quand même 17 mosquées, donc tu as quelque chose de assez varié au niveau de la population musulmane. Mais dans tous ces ulamas qui sont venus apporter leur pierre, il n'y en a aucun qui a fait consensus. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est Irtilaf el-Umma, alhamdoulilah, il y a rien à redire là-dessus. Mais si, du coup, on cherche à faire des ulamas pour faire des ulamas en pensant qu'ils vont dominer, ils vont faire consensus, à mon avis, on se trompe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on forme des gens qui soient capables, qui soient alim ou qui soient lambda dans leur vie de tous les jours, qui apportent le din et qui le vivent au quotidien. Et donc, ce que j'essaie d'impulser au niveau de la madrasa, c'est qu'en fait, parler d'écologie et d'islam, ça peut réunir tous les musulmans de la communauté. C'est-à-dire que même si il suit Fulan ou Fulan comme alim, il a telle façon de voir, telle philosophie de l'islam, au niveau de l'écologie, ils seront forcément d'accord. Parce que le fait de ne pas faire israf, de gaspillage, le fait de ne pas répandre le façade sur la terre, le fait de ne pas être dans tadbir, c'est-à-dire le fait de toujours augmenter. Par exemple, lui, il a une voiture, moi, je veux une plus grosse, lui, il a une maison, je veux la piscine, etc. Donc, tout ça, c'est des problèmes écologiques, en fait. Et nous, on a les solutions. Et en même temps, ça peut réunir justement la communauté, quelle que soit son obédience, quelle que soit sa vision, sur une thématique qui à la fois est consensuelle pour les musulmans et à la fois vis-à-vis de la société française, donne une vision de l'islam concrète qui répond aux problèmes de la société. Tu vois.
Donc en fait, c'est un peu comme ça que je vois les choses et que j'essaye de dire à la madrasa, ben, on forme des gens, ok, la ilm, mais également, il faut que ces gens ils soient polyvalents, qu'ils soient autonomes, que un tel, quand il va se marier, il sache utiliser une perceuse pour faire une étagère, que le jour où il faut qu'il se chauffe, il réfléchisse à la meilleure façon de se chauffer, etc. Donc, donner un peu ce que Ibn Arabi il appelle l'homme universel, c'est-à-dire donner une vision complète à l'être humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, je m'emballe un Ah petit oui, peu, du coup, j'ai complètement. l'impression de quitter un peu mon. Ah non, non, complètement, ben, complètement. Ben, mais enfin, c'est complètement vrai. Parce que, tu vois, par exemple, bon, je sais pas si à Clermont, il y a des mosquées avec des jardins. Mais dans des villes où tu as des mosquées avec des jardins et tu as notamment bon, les anciens, machallah, qui ont planté, je sais pas moi, des figuiers, des choses. Bon, des cerisiers, mais bon, les cerisiers, ça, on en trouve dans tous les jardins quasiment. Mais bon, alhamdoulilah, c'est là. Mais tu vois, par exemple, on n'organise même pas le fait de cueillir ensemble, tu vois, des cueillettes. Tu vois, par exemple, juste des choses simples, en fait, tu vois, Oui, ou même des des choses. randonnées. Ouais, ou des même dans le jardin même de la mosquée, tu vois. Ouais, Moi, par exemple, tu vois, enfin, peu importe où, mais moi, une des choses que je proposerais à la mosquée, mais bon, c'est vrai, tu me diras, oui, bah, pourquoi t'as pas le courage de le proposer, mais bon, parce que déjà, avec les gens, entre guillemets, à l'extérieur, des fois, tu vois, au lieu de passer, pour moi, parce que je te parlais de la faux, parce que j'aimerais vraiment beaucoup développer mes compétences à la faux, mais tu vois, au lieu de passer à la tondeuse et à la débroussailleuse le gazon de la mosquée, bah, pour moi, vraiment, bah, moi, ça me dérangerait pas de venir de temps en temps et passer la faux, par exemple, tu vois. Et là, ouais, ouais. effectivement, là, si on me donne l'occasion de le faire, après, il y aura peut-être un tel qui va me voir, il va me dire, ah, bah, tiens, mais qu'est-ce que tu fais, c'est intéressant, etc. Et là, ça sera parce que pour moi, pourquoi je te parle de la faux? Bon, je suis pas là pour parler de mon projet à moi, mais juste pour donner un exemple sur ce que tu dis. Pour moi, c'est vraiment vital en fait comment les gens traitent leur jardin, parce que pour moi, c'est la première, si tu veux, marche de discussion. Tu vois, si pour moi faire arriver quelqu'un à la discussion, bah, est-ce que tu préfères utiliser une tondeuse ou utiliser la faux? Déjà, tu vois, c'est deux conceptions de vie en fait différentes, mais qui sur quelque chose de quasiment hebdomadaire, ou enfin, ou peu importe, mensuel, ou peu importe, tu vois. Ouais. Et ça, des choses comme ça, en fait, ça doit vraiment être des lieux, enfin les mosquées notamment, avec un jardin particulièrement, mais même aussi, comme tu disais, bah, organiser des randonnées, organiser des plus grands projets, etc. Euh, mais vraiment, oui, il y a des choses pas très compliquées. C'est ça, moi, qui me chagrine un peu. C'est que vraiment, bon, on est dans une espèce de paresse. Parce que, bon, je me permets, hein, excuse-moi, parce que tu as parlé du din, mais voilà, moi, je suis de formation linguiste. Pour moi, la langue, le din, ça vient de la racine dayana, en fait. La racine dayana qui veut dire, qui donne la même racine que le dain. C'est ce qu'on appelle la dette. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de dayana? C'est avoir conscience, en fait, que tout ce que l'on consomme a une origine et a une conséquence. Et du coup, c'est un effet de rapport. Et vraiment, une traduction littérale du din, vraiment de manière linguistique, ça serait ton rapport au monde. Effectivement, bon, le din, de manière spirituelle, c'est ton rapport à la vérité. Mais d'abord, avant le rapport à la vérité avec un grand V, il y a d'abord ton rapport au monde. C'est ça le din, en fait, vraiment, littéralement. Moi, je ne parle pas d'effectivement que ce que c'est devenu avec le fer, etc. Mais la littéralité, quand Allah il nous dit, l'islam, quand il parle du din, c'est de cette racine-là, en fait. Parce que l'arabe du 7e siècle, quand il entend le terme din, enfin, lui, dans son imaginaire, c'est pas ce qu'on a dans notre imaginaire aujourd'hui, tu vois. Ok, ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment le rapport au monde, en fait, tu vois. Et Ouais, ouais. effectivement, c'est que lorsqu'on veut former des ulama, comme tu dis, avec un din, c'est quel rapport au monde on veut que ces ulamaïsés, en fait, tu vois. Et Voilà. c'est C'est ça, pas qu'il soit hors sol. ouais, et pas qu'il soit hors sol, effectivement. Effectivement, comme tu dis, c'est une bonne expression, ça. Mais en tout cas, voilà, bah, en tout cas, bah, toujours, enfin,
à mon avis, à mon sens, bon après peut-être que peut-être pour voilà parce que pour finir peut-être tu nous partageras un petit mot de la sagesse parce que c'est vrai que bon, alhamdoulilah avec les différentes rencontres, tu vois, bah ça me moi en tout cas personnellement parce que c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'avancer, de mettre voilà beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais finalement pour pas un grand retour. Bon, alhamdoulilah, mais voilà, ces rencontres comme ça, voilà, quand j'entends que voilà, il y a des projets ici et là, voilà, qui émergent, etc. Bon, ça redonne espoir et on se dit voilà, faut pas lâcher l'affaire, faut continuer. Et puis voilà, du coup, si tu peux nous, bah, par rapport à ce premier partage, Inch'Allah, voilà, si on a l'occasion d'en faire d'autres, mais par rapport à ce premier partage, quel mot de fin tu peux nous donner? Bah, toi, du coup, qui a un peu qui a observé un peu l'évolution du temps, enfin, bon, toute vie est quand même relative, c'est pas un temps, mais voilà, l'évolution du temps et comment les choses évoluent. Quel mot de fin tu aimerais nous proposer ou nous partager, Inch'Allah? Euh, Ça, c'est un mot de fin qui est en lien avec mon actualité personnelle, hein. Je pense que les, je sais plus en termes de quantité, mais avant le monde rural, c'était la quasi-majorité des gens. Et les gens qui étaient en ville, c'était une minorité. Donc, les gens qui étaient dans le monde rural, ils avaient un rapport journalier avec l'animal, que ce soit les poules, les lapins, les moutons, les vaches, les cochons, les chevaux. Et je pense que ce rapport avec l'animal, il nous rend plus humains en fait. C'est-à-dire, bien sûr, tu as toujours des gens qui seront pas humains et qui vont maltraiter les animaux, mais on en est arrivé à notre époque à considérer les animaux comme comme autre chose que de vivants, quoi. Comme des choses qu'on a servies, en fait, des esclaves. Et je pense qu'un des chemins pour arriver à retrouver notre humanité, en fait, c'est de développer le contact avec l'animal. Et la dernière fois, on avait discuté avec toi aussi de ce livre-là, du Tao du cheval. Et donc, je l'ai imprimé, je suis en train de le lire. Et j'en tire pas mal de leçons pour pour ma gouverne personnelle. Et je pense, bon, il y a l'équithérapie, il y a des choses qui peuvent se faire autour de la relation avec l'animal qui permet de rendre les gens plus humains à notre époque, de ne pas déshumaniser les gens. Voilà, pour l'instant, je peux conclure là-dessus parce que je recherche dans cette voie-là, quoi, quelque chose qui peut aider aussi les musulmans à se connaître mieux eux-mêmes. Ouais, ouais, barakallahu fik, effectivement. Ouais, effectivement, en plus, subhanallah, par rapport à l'animal, parce que j'ai compilé, Inch'Allah, voilà, j'espère trouver le temps vraiment voilà, pour bien me mettre en forme. Mais, alhamdoulilah, j'ai pu compiler, on va dire 40 hadiths, même s'il y en a beaucoup plus, mais j'ai dû en sélectionner 40 hadiths par rapport au lien au vivant, mais au lien au vivant vraiment avec de monde, on va dire, voilà, avec en même temps le monde minéral, avec les montagnes, le monde végétal, avec le monde animal. Mais c'est vrai que cependant, on voit que le rapport du prophète, alayhi salatu wassalam, avec le monde animal est très abondant, en tout cas. Voilà, c'était vraiment très abondant, en tout cas, dans vraiment son rapport à ce lien, en fait, vraiment, ce lien de conscience, ce lien de respect mutuel, en fait. Parce qu'effectivement, Ouais, on ouais, voit à multiples reprises ouais, le prophète honore la nature, mais la nature honore ouais, lui-même. ouais, Effectivement, ouais. si l'être humain veut retrouver son honneur quelque part, si l'être humain veut retrouver son honneur, bah, effectivement, honorer
vivant autour de nous, on aurait Ouais. la Et confiance autour de nous. pour faire ça, à mon avis, la seule solution, c'est de déconnecter les gens et de les faire prendre un bain de nature pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Et là, justement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais dans la madrasa, on a un projet de faire une madrasa sur 4 5 jours en Creuse, à la campagne, d'accueillir la madrasa en itinérant. Le but, c'est de faire le matin un travail sur religieux et l'après-midi, de faire des activités dans la nature. Et apparemment, ça a répondu au niveau de la madrasa, donc c'est à suivre, mais ça devrait se faire fin juillet normalement, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. donc pour Inch'Allah. sortir, que les gens ils comprennent qu'ils sont Inch'Allah. dans un monde complètement artificiel et que la vraie, la vraie vie, le vivant, il est en dehors de la ville, quoi. Ok, bah, بالتوفيق. Merci beaucoup, frère Nouh, d'avoir répondu à notre invitation. Et on se tient au courant, Inch'Allah, par rapport à peut-être une prochaine séance. Parce que c'est vrai que tu as parlé de l'éco-construction. On en parlera en privé. Voilà, si jamais tu voudrais nous partager quelque chose par rapport à l'éco-construction, Inch'Allah, parce que c'est vrai que Bah, bah, il sur y a la le page frère Hassan d'accueil qui est de, intéressé par le sujet, mais d'autres frères aussi qui sont intéressés. Mais de toute façon aussi, c'est un sujet vraiment aussi qui, bah, petit à petit, qu'on bien doit sûr, mais vraiment repositionner dans notre pensée aussi. Ouais, ouais. ben là, nous, sur le site de Terre de Savoir, sur la page Ouais, d'accueil, il y a 4 vidéos. Et il y a une des 4 vidéos, elle concerne la construction du mobil-home, de la tiny house qui a eu lieu en 2014 avec mes enfants et où on habite toujours. d'accord. Euh, et on a aussi en éco-construction, enfin, mon fils a fait sa propre habitation en postal. Et il y a aussi un autre lieu qui a été construit en autoconstruction, qui est habité Ok. également. Ok, bah, Voilà. بالتوفيق سيدي بالتوفيق qu'Allah mette la baraka Inch'Allah et Ben, vous faites Jazakallah khair, les merci de démarches ton Inch'Allah. invitation, Jad. Allez, Merci de ton bah, prends bien soin invitation. de toi et je te dis à la prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam Alamin. alaikum wa rahmatullah. Jazakallah khair. Alaikum